Le train de bétail s'ébranla dans un grincement strident de métal contre métal. Coincée entre deux wagons de marchandises remplis de bétail en route pour Denver, se trouvait une femme. Elle portait une robe de mariée couverte de poussière. Elle serrait contre elle un sac de voyage rempli de lettres qu'elle avait écrites à un homme qui n'avait jamais pris la peine de l'attendre à la gare. Marble Owens pressa son front contre les lattes de bois brutes du wagon à bestiaux. Elle regardait le paysage du Nevada défiler, flou, dans des teintes de rouille et d'or. L'année était 1883, et elle avait voyagé depuis Philadelphie avec le rêve de devenir une épouse. Elle avait répondu à une annonce qui avait semblé si prometteuse dans le journal. Un éleveur du nom de Thomas Whitmore lui avait écrit de si belles lettres au cours des 6 derniers mois. Des lettres qui parlaient de coucher de soleil sur la Sierra Nevada, de construire une vie ensemble, d'un amour qui grandirait comme la sauge sauvage à travers le haut désert. Elle avait répondu avec une passion égale, mettant son cœur dans chaque mot. Elle décrivait ses espoirs et ses peurs, son amour des livres et de la musique, la façon dont elle imaginait leur vie à deux. Mais Thomas Whitmore n'était pas à la gare de Cherry Creek quand elle est arrivée il y a 3 jours. Le chef de gare a dit qu'il était passé 2 semaines plus tôt. Il se dirigeait vers le nord avec une femme à son bras, une femme différente. Une femme qui n'était pas une épouse par correspondance, mais la fille d'un riche propriétaire de mine de Virginia City. Marble avait dépensé ses dernières pièces pour un télégramme à sa famille, mais sa fierté l'avait empêché de leur dire la vérité. Au lieu de cela, elle avait écrit qu'elle était arrivée saine et sauve et qu'elle écrirait à nouveau bientôt. Sans argent pour un billet de retour et sans perspective dans une ville où tout le monde semblait connaître l'histoire de la fiancée abandonnée de l'Est, elle avait fait la seule chose qu'elle pouvait imaginer. Elle laisse monter à bord du train de bétail en direction de Denver. Elle espérait y trouver du travail, espérait disparaître dans une ville assez grande pour engloutir sa honte. Le bétail se chargeait et bougeait dans le wagon devant elle, leurs sabots claquant contre le plancher en bois. L'odeur était écrasante, mais Marble avait cessé de la remarquer après la première heure. Elle serra plus fort son sac de voyage, sentant la pile de lettres à l'intérieur. Elle devrait les brûler, pensa-t-elle, les jeter du train et les regarder se disperser dans le désert comme autant de papiers sans valeur. Le train commença à ralentir, les roues crissant en signe de protestation. Marble se redressa, alarmée. Il ne devrait pas s'arrêter maintenant. Selon l'horaire qu'elle avait aperçu dans le bureau de la gare, le prochain arrêt pour l'eau n'était pas avant 2 heures. Elle regarda à travers une fente entre les lattes et vit qu'ils entraient dans une petite zone de chargement. Il y avait des enclos ici et des hommes à cheval déplaçaient du bétail vers les rampes de chargement. Le train s'arrêta complètement dans une secousse et elle entendit des voix à l'extérieur, rudes et fortes, couvrant le bruit des animaux. Chargez ces bœufs dans les wagons de tête. Bougez-vous. On a encore 20 têtes qui arrivent du ranch Keller. Marble se recroquevilla dans son coin, essayant de se rendre invisible. Si les cheminots la découvraient, ils la feraient descendre ici, où que ce soit. Elle ne voyait que le désert et des montagnes lointaines à travers les fentes du bois. Le wagon à bestiaux dans lequel elle se trouvait fut soudainement secoué par quelque chose de lourd qui le heurta de l'extérieur. Elle entendit le bruit de la porte qui coulissait et une lumière crue inonda l'espace. Marble se plaqua contre le mur du fond, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Un homme monta dans le wagon, sa silhouette se découpant sur le ciel lumineux du désert. Il était grand et large d'épaules, portant des jambières en cuir poussiéreuse et un chapeau sombre tiré bas sur son front. Pendant un instant, il ne la vit pas, occupé à vérifier les coins du wagon. Puis il se tourna et ses yeux la trouvèrent instantanément. Ils restèrent figés, se regardant l'un l'autre. Marble pouvait voir son visage maintenant, aux traits marqués et bronzés par des années au soleil, avec des yeux d'un bleu-vert surprenant. Il paraissait d'avoir environ 30 ans, avec des cheveux sombres qui bouclaient légèrement sur son col et une mâchoire assombrie par une barbe de plusieurs jours. « Au nom du ciel, dit-il, sa voix rauque de surprise. Marble se leva, essayant de conserver une certaine dignité malgré sa robe sale et ses cheveux en désordre. « S'il vous plaît, dit-elle, s'il vous plaît, ne leur dites pas que je suis ici. Je peux vous payer. » C'était un mensonge. Elle n'avait plus rien pour payer. L'homme s'approcha, son expression passant du choc à l'inquiétude. « Madame, vous ne pouvez pas voyager dans un wagon à bestiaux. Ce n'est pas sûr et ce n'est certainement pas légal. Comment êtes-vous même entrée ici?
Je suis monté à Cherry Creek, dit Marble, en relevant le menton, et je descendrai à Denver. Je ne demande rien d'autre que votre silence. Il retira son chapeau, révélant davantage son visage. Il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas méchant. Cherry Creek, c'était à 70 miles d'ici. Vous voyagez ici depuis des heures. Je n'avais nulle part où aller. L'homme l'étudia un long moment, observant sa robe de mariée, le sac de voyage, la détermination de sa mâchoire qui ne pouvait tout à fait cacher le désespoir dans ses yeux. « Vous êtes cette fiancée, dit-il lentement, celle que Whitmore a abandonnée. » La honte brûla Marble, chaude et féroce. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous le savez, j'étais à Cherry Creek il y a 3 jours quand vous êtes arrivé. Je vous ai vu à la gare, cherchant quelqu'un qui n'était pas là. » Il le dit doucement, sans jugement, mais cela ressemblait quand même à un couteau entre ses côtes. « Alors vous savez pourquoi je ne peux pas rester ?» dit Marble. « S'il vous plaît, laissez-moi simplement continuer jusqu'à Denver. »« Je ne peux pas faire ça, » dit l'homme, et le cœur de Marble se serra. Mais il continua. « Ce train ne va pas à Denver. Il se dirige vers un ranch à 40 miles au nord d'ici. Vous vous retrouveriez au milieu de nulle part, sans aucun moyen d'aller ailleurs. » Marble sentit le dernier de ses espoirs s'évanouir. Elle s'assit sur son sac de voyage, soudain trop fatiguée pour rester debout. Ça n'a pas d'importance, nulle part vaut bien n'importe où. L'homme resta silencieux un moment, puis il dit « Quel est votre nom ?» Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose dans sa voix la fit lever les yeux. « Marble Owens. »« Marble », répéta-t-il comme pour tester la sensation de le dire. « Je suis James Keller. La plupart des gens m'appellent James. C'est du ranch de ma famille que nous chargeons aujourd'hui. »« Félicitations, » dit Marble, incapable de cacher l'amertume dans sa voix. James s'accroupit pour qu'il soit au même niveau. « Écoutez-moi, mademoiselle Owens, vous avez 2 choix. Vous pouvez continuer dans ce train et vous retrouver coincé au ranch Morrison, où le contremaître est un homme cruel et la ville la plus proche est à 2 jours de cheval. Ou vous pouvez venir avec moi au ranch Keller, où ma mère a désespérément besoin d'aide. Elle essaie de gérer la maison et de s'occuper de mes jeunes sœurs seules depuis que notre gouvernante est partie le mois dernier. »« Je ne suis pas un cas de charité, » dit Marble. « Je ne vous offre pas la charité. Je vous offre un emploi. Vous auriez votre propre chambre. 3 repas par jour et un salaire. Ma mère est une femme bonne. Elle vous traiterait équitablement. » Marble étudia son visage, cherchant la tromperie ou des motifs cachés. Mais les yeux de James Keller étaient instables et honnêtes. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez pas. »« Non, admet James, mais je sais ce que c'est que de sentir qu'on n'a nulle part où aller. Et je sais que ma mère a besoin d'aide, ce qui est la vérité. » Il se leva et lui tendit la main. « Qu'en dites-vous, mademoiselle Owens? » Marble regarda sa main tendue, calleuse et forte. Elle pensa à ses alternatives, qui étaient exactement nulles. Lentement, elle tendit la main et la prit. Sa poignée était chaude et solide, alors qu'il l'aidait à se relever. « Allons-y. Sortons-vous d'ici avant que l'équipe du train ne vous voie. » James la conduisit au bord du wagon et sauta le premier, puis se tourna pour l'aider. Ses mains entourèrent sa taille alors qu'il la soulevait pour la faire descendre, la posant doucement sur le sol. Marble trébucha légèrement, ses jambes raides après des heures assises, et il la stabilisa avec une main sur son coude. « Attendez ici, dit-il, et il se dirigea vers un groupe d'hommes près des rampes de chargement. Marble le regarda partir, remarquant la confiance facile de sa démarche, la façon dont les autres hommes se redressaient à son approche. Il leur parla brièvement, faisant un geste vers le train, puis revint à ses côtés. « Ils ne diront rien, dit-il. Venez, mon cheval est par ici. » Il la conduisit à une belle jument alezane attachée à un poteau. Le cheval hennit doucement à leur approche, et James lui tapota affectueusement le cou. « Voici Copper. Elle est douce. Avez-vous déjà monté à cheval? »« Quelquefois, admit Marble. Mais pas souvent. Vous monterez avec moi alors. »« C'est plus sûr. » James détacha Copper et se mit en selle avec une aisance pratiquée, puis tendit la main à Marble. « Mettez votre pied sur le mien et prenez ma main. » Marble n'hésita qu'un instant avant de suivre ses instructions. James la hissa derrière lui avec une force surprenante, l'installant sur le dos du cheval. « Accrochez-vous à moi, » dit-il par-dessus son épaule. « Le trajet dure environ 1 heure. » Marble enroula ses bras autour de sa taille, son sac de voyage maladroitement serré contre son flanc.
Elle pouvait sentir la chaleur solide de son corps à travers sa chemise, le va-et-vient de sa respiration. C'était étonnamment intime et elle sentit ses joues rougir. James fit avancer Copper et ils quittèrent la zone de chargement, se dirigeant vers l'ouest à travers le désert ouvert. Le soleil était haut dans le ciel, tapant avec une chaleur implacable, mais il y avait une brise qui la rendait supportable. Marble regardait le paysage défiler, fait de sauges, de broussailles et de montagnes bleues lointaines. « Parlez-moi de vous, » dit James après qu'ils eurent chevauché un moment. Sa voix portait facilement par-dessus le bruit des sabots de Copper. « D'où venez-vous? » « De Philadelphie, » répondit Marble. « Né et élevé là-bas, c'est loin du Nevada. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'annonce de Whitmore? » Marble resta silencieuse un moment. « Mon père est mort il y a 2 ans, dit-elle finalement. Il était professeur à l'université. Après sa mort, ma mère et moi n'avions pas grand-chose. Elle s'est remariée l'année dernière avec un homme qui a clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue. J'aurais pu trouver du travail comme gouvernante ou couturière, mais l'idée de venir dans l'Ouest, de tout recommencer à zéro, cela m'a plu. Et les lettres de Whitmore, elles étaient magnifiques, dit doucement Marble. Il écrivait sur la terre, sur la construction de quelque chose de significatif. Il semblait instruit, réfléchi. Je suppose que j'ai été stupide de le croire. Vous n'avez pas été stupide, dit fermement James. C'était un menteur et un lâche. La faute est la sienne, pas la vôtre. La conviction dans sa voix la surprit. On dirait que vous le connaissez. Je le connais de réputation. Il a la réputation d'être imprudent et irresponsable. Il a eu 3 fiancées avant vous, toutes des filles du coin. Il trouve toujours une excuse pour se défiler au dernier moment. Je suis désolé qu'il vous ait fait venir de si loin juste pour vous décevoir. Moi aussi, dit Marble. Puis, par curiosité, elle demanda, « Et vous, êtes-vous marié? » Non, dit James. J'ai été fiancé une fois, il y a environ 5 ans. Elle s'appelait Catherine, mais elle a décidé que la vie de ranch n'était pas ce qu'elle voulait. Elle a épousé un banquier de Sacramento à la place. Je suis désolé, ne le soyez pas. Elle a fait le bon choix pour elle. Nous n'aurions pas été heureux ensemble. Il fit une pause, puis ajouta, « J'ai été trop occupé par le ranch pour penser beaucoup à la cour depuis. Mon père est mort il y a 3 ans, et la gestion de l'exploitation m'est revenue. Mon jeune frère Jacob m'aide, mais il n'a que 22 ans et il apprend encore. » Ils chevauchèrent en silence confortable pendant un moment. Marble se surprit à se détendre contre le dos de James, bercé par le rythme régulier de l'allure du cheval. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle était épuisée jusqu'à ce moment, où elle se sentit enfin assez en sécurité pour le reconnaître. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit James. « Oui. Pourquoi transportiez-vous des lettres dans votre sac de voyage? Je les ai vues quand vous le teniez tout à l'heure. » Marble se raidit. « Comment saviez-vous que c'était des lettres? Je pouvais voir les enveloppes. Il doit y en avoir des dizaines. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Ce sont les lettres que j'ai écrites à Whitmore au cours des 6 derniers mois. Il me les a renvoyées à la gare de Cherry Creek. Toutes non ouvertes. » Elle sentit le corps de James se tendre de colère. « Ce salaud, dit-il, sa voix basse et féroce. Je suis désolé, mademoiselle Owens. C'est d'une cruauté inadmissible. Je devrais les brûler, dit Marble. Elles ne sont que la preuve de ma stupidité. Non, dit James. Elles sont la preuve que vous êtes assez courageuse pour ouvrir votre cœur. Ce n'est pas de la stupidité, c'est du courage. Marble sentit des larmes lui piquer les yeux et elle les chassa farouchement. Elle ne pleurait pas. Elle avait assez pleuré au cours des 3 derniers jours. Le ranch Keller apparut une vingtaine de minutes plus tard. C'était un vaste ensemble de bâtiments nichés dans une vallée entre 2 basses collines. Il y avait une grande maison principale en pierre et en bois, une grange, plusieurs dépendances et de vastes enclos. Du bétail paissait au loin et Marble pouvait voir plusieurs hommes travailler près de la grange. James mena Copper jusqu'à la maison principale et mit pied à terre, puis aida Marble à descendre. Ses jambes étaient instables et elle vacilla légèrement. James garda ses mains sur sa taille jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. « Entrez, dit-il. Je vais vous présenter à ma mère. » La maison était fraîche et sombre après la luminosité extérieure. Marble suivit James à travers un hall d'entrée spacieux jusqu'à une grande cuisine où une femme travaillait à une longue table en bois, pétrissant de la pâte à pain. Elle leva les yeux à leur entrée
ses yeux s'écarquillant de surprise. James, je te croyais à la station de chargement. Et qui est-ce? Margaret Keller était une belle femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux bruns striés d'argent attachés en un chignon pratique et de gentils yeux bruns. Elle essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier et s'approcha d'eux, son regard observant l'apparence débraillée de Marble avec inquiétude. Mère, voici mademoiselle Marble Owens, dit James. Je l'ai trouvée dans le train de bétail. Elle a besoin d'un endroit pour rester et travailler. Je lui ai dit que vous cherchiez de l'aide pour la maison. Les yeux de Margaret s'aiguisèrent de compréhension. Vous êtes la jeune femme de Philadelphie, celle qui devait épouser Thomas Whitmore. Marble sentit ses joues brûler. C'est exact, mais je ne cherche pas de la pitié. Madame Keller, votre fils a mentionné que vous aviez besoin d'aide ménagère. Je sais cuisiner, nettoyer, coudre et gérer les comptes. Je suis une travailleuse acharnée et j'apprends vite. Margaret l'étudia un long moment, puis hocha la tête d'un air décidé. Vous avez l'air épuisé et à moitié affamé. D'abord, vous allez prendre un vrai repas et un bain. Ensuite, nous pourrons discuter d'emploi. James va chercher de l'eau chaude sur le poêle et dit à tes sœurs de préparer la chambre d'amis. Oui, madame, dit James, un petit sourire aux lèvres. Alors qu'il quittait de la pièce, Margaret se tourna vers Marble. Asseyez-vous, mon enfant. Vous avez l'air sur le point de tomber. Marble s'affaissa sur une chaise à la table, son sac de voyage serré sur ses genoux. Margaret lui versa un verre d'eau fraîche d'une carafe et le posa devant elle. Buvez ça. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Hier matin, admit Marble. Margaret claqua la langue d'un air désapprobateur et commença à couper du pain et du fromage, préparant une assiette avec une efficacité experte. Je ne sais pas à quoi pensait Thomas Whitmore en vous traitant de cette façon. Sa mère aurait honte si elle était encore en vie. Vous connaissiez sa mère. Tout le monde connaissait Sarah Whitmore. C'était une femme bonne. Son fils, malheureusement, tient de son père, qui était un charmant scélérat. Margaret posa l'assiette devant Marble. Mangez. Nous pourrons parler après que vous aurez mangé et vous serez reposé. Marble mangea lentement, savourant chaque bouchée. Le pain était frais et légèrement sucré, le fromage piquant et crémeux. Margaret retourna à son pain, travaillant la pâte avec des mains fortes et capables. Deux jeunes femmes firent éruption dans la cuisine, parlant toutes les deux en même temps. Elles s'arrêtèrent net en voyant Marble, leurs yeux s'écarquillant. Les filles, voici mademoiselle Owens. Margaret dit qu'elle restera avec nous pendant un certain temps. Marble, voici mes filles, Jennifer et Julia. Jennifer avait environ 18 ans, avec des cheveux sombres comme James et les mêmes yeux bleu-vert saisissants. Julia semblait avoir environ 16 ans, avec des cheveux châtain clair et des taches de rousseur sur le nez. Toutes deux portaient de simples robes de coton et avaient le teint sain des filles qui passent du temps à l'extérieur. Êtes-vous vraiment l'épouse par correspondance? Demanda Julia, s'attirant un regard sévère de sa mère. Julia surveillait tes manières. Ce n'est rien, dit doucement Marble. Oui, c'est moi où j'étais censé l'être. Thomas Whitmore est un idiot, dit fermement Jennifer. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Malgré tout, Marble sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Merci, Jennifer. Julia, va préparer la chambre d'amis. Margaret ordonna. Des draps propres et assure-toi qu'il y a des serviettes. James apporte de l'eau chaude pour un bain. Les filles se dépêchèrent de partir, chuchotant encore entre elles. Margaret secoua la tête avec affection. Elles sont bien intentionnées, mais elles n'ont aucun filtre. Vous vous y habituerez. James revint avec deux grandes marmites d'eau chaude qu'il transporta dans une petite pièce attenante à la cuisine. La salle de bain, expliqua-t-il amable. Ce n'est pas luxueux, mais la baignoire est propre et la porte se verrouille. Merci, dit Marble. À vous tous. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Vous pouvez nous le rendre en travaillant dur et en étant honnête avec nous, dit Margaret. Maintenant, allez prendre votre bain. Je laisserai des vêtements propres devant la porte. Vous faites à peu près la taille de Jennifer, donc ces affaires devraient vous aller en attendant que nous puissions vous en procurer. Marble emporta son sac de voyage dans la salle de bain et ferma la porte derrière elle. La pièce était petite mais fonctionnelle, avec une baignoire en cuivre, une petite table avec du savon et des gants de toilette et des crochets au mur pour les vêtements. Elle verrouilla la porte et commença à se déshabiller, retirant la robe de mariée en ruine avec des mains qui tremblaient légèrement. L'eau était chaude et apaisante,
et Marble s'y plongea avec un soupir de soulagement. Elle lava 3 jours de poussière et de désespoir, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rose et propre. Elle se lava les cheveux 2 fois, passant ses doigts dans les nœuds jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau lisses. Quand elle sortit enfin du bain, elle trouva une simple robe de coton bleu et des sous-vêtements pliés proprement devant la porte, ainsi qu'une brosse à cheveux. Elle s'habilla rapidement, reconnaissante pour des vêtements propres, et se brossa les cheveux jusqu'à ce qu'ils pendent en vagues humides dans son dos. Elle se regarda dans le petit miroir accroché au mur et reconnut à peine la femme qui la regardait. Sans la poussière et l'épuisement, elle paraissait plus jeune, plus elle-même. Ses cheveux sombres étaient presque noirs lorsqu'ils étaient mouillés, et ses yeux gris semblaient plus clairs. Elle était mince, avec des pommettes hautes et un menton déterminé. Assez jolie, supposa-t-elle, bien que clairement pas assez pour que Thomas Whitmore tienne ses promesses. Elle chassa cette pensée et retourna à la cuisine. Margaret leva les yeux de sa pâte à tarte et sourit. Beaucoup mieux. Vous avez de nouveau l'air humaine. Les filles ont préparé la chambre d'amis pour vous. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer un peu? Le dîner n'est pas avant 6 heures. Je préférerais travailler si vous avez quelque chose à me faire faire, dit Marble. Je n'ai pas l'habitude d'être oisive. Margaret l'étudia un moment, puis hocha la tête. Très bien, vous pouvez m'aider à finir ces tartes. Nous avons des invités ce soir, alors j'en fais en plus. Elles travaillèrent ensemble dans un silence confortable. Marble suivait les instructions de Margaret pour rouler et pincer la croûte, pendant que Margaret préparait la garniture. C'était bon d'être utile, d'avoir les mains occupées à des tâches simples. Qui vient dîner? Demanda Marble en travaillant. Mon fils Jacob et quelques-uns des ouvriers du ranch. Nous avons généralement un dîner de famille le mardi soir, et les hommes qui n'ont pas de famille sont les bienvenus. C'est une tradition que mon mari a commencée et je l'ai maintenue. Ça a l'air charmant. C'est chaotique et bruyant. Mais oui, c'est charmant. Margaret la regarda. Vous mangerez avec nous, bien sûr. Je ne vous laisserai pas vous cacher dans votre chambre comme une servante. Vous êtes une invitée dans cette maison. Mais je ne suis pas une invitée. Je suis une employée, ou je le serai une fois que nous aurons réglé les conditions. Nous pourrons discuter des conditions demain, dit fermement Margaret. Ce soir, vous êtes une invitée. Ce soir-là, Marble se retrouva assise à une longue table à manger. Entourée de la famille Keller et d'une demi-douzaine d'ouvriers du ranch, James était assis en face d'elle, avec Jacob à sa gauche. Jacob était plus jeune que James, avec des cheveux plus clairs et un sourire facile. Il animait la conversation, racontant des histoires sur la transhumance qu'il prévoyait pour le mois suivant. La nourriture était copieuse et abondante, ragoût de bœuf avec du pain frais et les tartes que Marble avait aidé à faire. Les hommes mangeaient avec enthousiasme et la conversation coulait facilement autour de la table. Marble se surprit à se détendre, entraîné par la chaleur et la camaraderie du groupe. Elle remarqua que James était plus silencieux que les autres, mais ses yeux se plissaient quand il souriait à quelque chose que Jacob disait, et il contribuait à la conversation avec des observations réfléchies. Plusieurs fois, elle le surprit en train de la regarder, et quand leurs regards se croisaient, il ne détournait pas les yeux immédiatement. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui donnait l'impression d'être vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après le dîner, les hommes se retirèrent sur le porche pour fumer et discuter pendant que les femmes débarrassèrent la table et faisaient la vaisselle. Jennifer et Julia bavardaient à propos d'un bal prévu à Cherry Creek le mois prochain, et Margaret écoutait avec une patience amusée. Vous devriez venir au bal, mademoiselle Owens, dit Julia. Tout le monde y va. C'est l'événement social de la saison. Je ne pense pas que ce serait sage, dit prudemment Marble. Je ne suis pas sûr que les gens de Cherry Creek voudraient me voir là-bas. N'importe quoi, dit vivement Margaret. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si quelqu'un devait éviter le bal, c'est bien Thomas Whitmore, bien que je doute qu'il ait la décence de rester à l'écart. Plus tard cette nuit-là, Marble était allongé dans le confortable lit d'amis, fixant le plafond. Par la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre le bruit du bétail au loin et le doux murmure du vent dans la sauge. C'était si différent de Philadelphie, des brides de calèches, des vendeurs de rue et des cloches d'église. Elle pensa à James, à la façon dont il l'avait aidé sans hésitation ni jugement. Elle pensa à la gentillesse de sa mère, à l'acceptation facile de Jennifer et Julia.
Elle pensa aux lettres dans son sac de voyage, à tous ces mots qu'elle avait déversés à un homme qui ne s'était pas soucié de les lire. Elle devrait les brûler, elle devrait les sortir demain, y mettre le feu et les regarder se transformer en cendres. Mais elle ne le fit pas. Le lendemain matin, Marble se réveilla avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre et l'odeur du café et du bacon montant de la cuisine. Elle s'habilla rapidement dans la robe empruntée et descendit. Margaret était déjà au travail, faisant frire des œufs et du bacon pendant qu'une grande marmite de flocons d'avoine bouillonnait sur le poêle. Elle leva les yeux quand Marble entra et sourit. « Bonjour, avez-vous bien dormi? »« Mieux que je ne l'ai fait depuis des semaines, ami Marble. Que puis-je faire pour aider? Mettez la table. La bonne vaisselle est dans le placard là-bas. Nous aurons besoin de 8 couverts. » Marble se mit au travail. Et au moment où la famille commença à se rassembler pour le petit déjeuner, la table était mise et la nourriture était prête. James fut le dernier à arriver, les cheveux humides après s'être lavé et sa chemise propre. Il croisa le regard de Marble et lui fit un signe de tête en guise de salut. Le petit déjeuner fut une autre affaire animée, avec Jacob et les filles se disputant de bonne humeur sur diverses questions de ranch. Après le repas, Margaret suggéra qu'elle et Marble s'assoient pour discuter des conditions d'emploi. Elles se retirèrent dans un petit salon à côté du salon principal, et Margaret fit signe à Marble de s'asseoir. « Je vais être honnête avec vous, mademoiselle Owens. J'ai besoin d'aide. Gérer cette maison est plus que je ne peux le faire seul, surtout avec le travail du ranch qui demande tant de temps à tout le monde. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse cuisiner, nettoyer, gérer les provisions et faire en sorte que tout fonctionne bien. En retour, je peux vous offrir le gîte et le couvert plus de 30 par mois. C'est un salaire juste pour ce genre de travail. »« C'est plus que juste, » dit Marble, surprise. « J'accepte. »« Bien, alors nous avons un accord. Vous aurez vos dimanches de congé et un après-midi de semaine de votre choix. J'attends de l'honnêteté et du travail acharné, et je vous traiterai avec respect en retour. Cela vous semble-t-il raisonnable? » Cela semble plus que raisonnable. Merci, Madame Keller. Margaret sourit. Appelez-moi Margaret, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des gens formels ici. Au cours des semaines suivantes, Marble s'installa dans une routine au Ranch Keller. Elle se levait tôt pour aider Margaret à préparer le petit déjeuner, passait ses matinées à nettoyer et à organiser, et ses après-midi à aider pour tout ce qui devait être fait, de la réparation des vêtements à la préparation des conserves, en passant par la gestion des comptes de la maison. Le travail était dur mais satisfaisant, et Marble se retrouva à prendre le rythme de la vie du ranch. Elle apprit les noms de tous les ouvriers, apprit lesquels préféraient leur café noir et lesquels prenaient du sucre. Elle apprit que James aimait ses œufs au plat et que Jacob mangerait n'importe quoi tant qu'il y en avait assez. Elle apprit que Jennifer rêvait de devenir enseignante et que Julia voulait un jour voyager à San Francisco. Et elle apprit à connaître James. Elle apprit qu'il se levait avant l'aube chaque matin pour vérifier le bétail, qu'il était patient avec les jeunes ouvriers, mais ferme quand ils faisaient des erreurs. Elle apprit qu'il aimait cette terre avec une dévotion féroce, qu'il pouvait lire les modèles météorologiques dans les nuages et connaissait chaque point d'eau de Box Canyon sur 50 miles. Elle apprit qu'il avait un sens de l'humour discret qui se manifestait par des observations sèches qui la faisaient rire de manière inattendue. Elle apprit aussi qu'il l'observait, non pas de manière intrusive, mais avec une attention tranquille qui la rendait consciente de sa présence chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Parfois, elle levait les yeux de son travail et trouvait ses yeux sur elle, et il ne détournait pas le regard immédiatement. Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait battre son pouls plus vite, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Un soir, environ un mois après l'arrivée de Marble, elle était assise sur le porche en train de raccommoder une chemise quand James vint la trouver. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, et l'air s'était rafraîchi à une température confortable. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Il s'assit sur les marches du porche, étendant ses longues jambes devant lui. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence confortable, regardant le coucher du soleil. Puis James dit, « Vous êtes ici depuis un mois maintenant. Êtes-vous heureuse? » Marble réfléchit attentivement à la question. « Je suis contente, dit-elle finalement. Votre famille a été incroyablement gentille avec moi. Je me sens utile ici, appréciée. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, mais pas heureuse.
Je ne suis pas sûr de me souvenir de ce que c'est que d'être heureuse, admit Marble. Ça a été une année difficile. James resta silencieux un moment. Puis il dit, je pense encore à ces lettres. Celles que vous avez écrites à Whitmore. Les mains de Marble s'immobilisèrent sur la chemise. Pourquoi? Parce que quiconque écrirait des lettres dignes d'être gardées doit avoir quelque chose d'important à dire. Et quiconque les renverrait sans les lire est un imbécile qui ne mérite pas de l'entendre. Marble sentit sa gorge se serrer. Ce n'étaient que des lettres, juste des mots. Les mots comptent, dit James. C'est ainsi que nous nous comprenons, que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et vit quelque chose dans son expression qui lui coupa le souffle. Pourquoi me dites-vous cela? James soutint son regard. Parce que j'aurais lu chaque mot que vous avez écrit. Parce que je pense que vous méritez d'être entendu. L'air entre eux devint soudainement chargé, lourd de possibilités. Marble ne savait pas quoi dire, alors elle ne dit rien, mais elle ne détourna pas non plus le regard. Finalement, James se leva. Je devrais vous laisser finir votre raccommodage. Bonne nuit, mademoiselle Owens. Bonne nuit, James. Elle le regarda s'éloigner, et son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Cette nuit-là, Marble sortit les lettres de son sac de voyage et les regarda longuement. Il y en avait 43, toutes scellées et adressées à Thomas Whitmore de son écriture soignée. Elle avait mis son cœur dans ses lettres, partagé ses espoirs, ses rêves et ses peurs. Elle avait été honnête d'une manière qu'elle n'avait jamais été avec personne, et il les avait renvoyés sans lire un seul mot. Elle pensa à ce que James avait dit, que les mots comptaient, qu'elle méritait d'être entendue. Sur une impulsion, elle ouvrit une des lettres, brisant le sceau qu'elle y avait apposé 6 mois auparavant. Elle déplia les pages et commença à lire ses propres mots, des mots qu'elle avait presque oublié d'écrire. La lettre parlait du printemps à Philadelphie, de regarder les cerisiers en fleurs à Fairmount Park et de penser à de nouveaux départs. Elle parlait de son père, des livres qu'ils avaient lus ensemble et des conversations qu'ils avaient eues. Elle parlait d'espoir, de désir et du courage qu'il fallait pour imaginer une vie différente. C'était une bonne lettre. Marble réalisa qu'elle était honnête, sincère et vraie. Elle n'avait pas honte de ses mots, elle en était fière. Elle ouvrit une autre lettre, puis une autre. Elle lut tard dans la nuit, se familiarisant à nouveau avec la femme qui avait écrit ces pages. Cette femme avait été courageuse et ouverte, prête à prendre une chance en amour, même en sachant que cela pourrait ne pas fonctionner. Cette femme était toujours en elle, réalisa Marble, meurtrie hélas, mais pas disparue. Le lendemain matin, Marble pétrissait de la pâte à pain dans la cuisine quand James entra de la grange. Il était poussiéreux et avait l'air fatigué, mais il sourit en la voyant. « Bonjour, dit-il, se versant une tasse de café de la cafetière sur le poêle. « Bonjour. Comment va le bétail? » « Agité. Je pense que nous allons avoir un orage plus tard aujourd'hui. » Il s'appuya contre le comptoir, la regardant travailler. « Marble, puis-je vous demander quelque chose? » Elle leva les yeux, surprise par l'utilisation de son prénom. « Bien sûr. Voudriez-vous faire une promenade à cheval avec moi cet après-midi? Je veux vous montrer quelque chose. J'ai des corvées à finir. Mère ne s'en souciera pas. N'est-ce que pas, mère? » Margaret, qui venait d'entrer dans la cuisine, haussa un sourcil. « Je ne me soucierai pas. De quoi? Si Marble prend son après-midi pour monter à cheval avec moi. » Margaret regarda entre eux, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je suppose que je peux me débrouiller sans elle pendant quelques heures. Mais soyez de retour avant que l'orage n'éclate. »« Oui, madame, dit James en souriant. » Cet après-midi-là, Marble se retrouva à cheval pour la 2e fois depuis son arrivée au ranch. James lui avait scellé une jument douce nommée Daisy, et elle réussit à monter sans aide, se sentant fière d'elle. Ils chevauchèrent vers l'est depuis le ranch, suivant un sentier qui serpentait à travers de basses collines couvertes de sauges et de fleurs sauvages. Le ciel se chargeait de nuages à l'horizon, mais au-dessus d'eux, il était encore clair et bleu. « Où allons-nous? » demanda Marble. « Vous verrez. » Après environ 30 minutes, ils atteignirent le sommet d'une colline et Marble eut le souffle coupé. Devant eux s'étendait une vallée remplie de milliers de fleurs sauvages blanches et violettes, ondulant dans la brise comme un tapis vivant. Au centre de la vallée se trouvait un petit lac, sa surface reflétant le ciel comme un miroir. « James, souffla Marble, c'est magnifique. Je pensais que ça vous plairait, dit-il, l'air satisfait de sa réaction. Je viens ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir. C'est paisible.
Ils mirent pied à terre et descendirent au bord du lac. James étendit une couverture qu'il avait apportée dans sa sacoche de sel, et ils s'assirent, regardant les fleurs onduler dans le vent. Merci de m'avoir amené ici, dit Marble. Merci d'être venu. James resta silencieux un moment, puis dit, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit hier soir à propos des lettres. J'espère que je n'ai pas dépassé les bornes. Vous ne l'avez pas fait. En fait, je les ai lues hier soir toutes. James la regarda avec surprise, et j'ai réalisé que je n'en ai pas honte. Je suis contente de les avoir écrites, même si la personne à qui elles étaient destinées ne les a jamais lues. Elle fit une pause, rassemblant son courage. Je pense que peut-être elles n'étaient jamais vraiment pour lui. De toute façon, je pense que je les écrivais pour moi-même, pour découvrir ce que je voulais, qui je voulais être. C'est logique, dit James pensivement. Parfois, nous avons besoin de dire les choses à voix haute ou de les écrire avant de pouvoir les comprendre nous-mêmes. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant les nuages s'accumuler à l'horizon. Puis James dit, « Puis-je vous dire quelque chose? » « Oui, je savais qui vous étiez avant de vous trouver dans ce train de bétail. Je vous ai vu à la gare de Cherry Creek, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous. À quel point vous deviez être courageuse pour voyager si loin pour une chance en amour. À quel point Whitmore avait eu tort de vous traiter de cette façon. Il se tourna pour la regarder. Ses yeux bleu-vert intenses. Quand je vous ai trouvé dans ce wagon à bestiaux, j'ai eu l'impression que c'était le destin, comme si on me donnait une chance de vous connaître. Le cœur de Marble battait de la chamade. James, je ne vous demande rien, dit-il rapidement. Je sais que vous avez traversé une période difficile, et la dernière chose dont vous avez besoin est un autre homme qui fasse des demandes à votre cœur. Je voulais juste que vous sachiez que je vous vois. Je vous entends, et je pense que vous êtes remarquable. Marble sentit des larmes lui piquer les yeux, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Je vous vois aussi, dit-elle doucement. J'ai essayé de ne pas le faire parce que j'ai peur, mais je vous vois. James tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait. Quand elle ne le fit pas, il prit sa main dans la sienne, sa paume cailleuse chaude contre la sienne. « J'attendrai aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit-il. Je suis un homme patient. » Ils restèrent assis là, au bord du lac, se tenant la main jusqu'à ce que les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Puis ils retournèrent au ranch à cheval, faisant de la course avec l'orage, riant alors que la pluie les trempait tous les deux. Au moment où ils atteignirent de la grange, ils étaient trempés et essoufflés, et Marble se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea entre Marble et James. Ils ne parlaient pas d'amour ni ne faisaient de grandes déclarations, mais il y avait une compréhension entre eux maintenant, une conscience qui vibrait sous chaque interaction. James trouvait des excuses pour être dans la cuisine quand Marble y travaillait. Marble se surprenait à s'attarder sur le porche le soir quand elle savait que James reviendrait des champs. Il parlait de tout. James lui raconta son enfance au ranch, comment il avait appris à monter à cheval avant de savoir marcher correctement, la fierté qu'il ressentait à perpétuer l'héritage de son père. Marble lui parla de son enfance à Philadelphie, de l'amour de son père pour la littérature et la philosophie, de la façon dont la ville changeait avec les saisons. Margaret les observait avec des yeux complices mais ne disait rien. Jennifer et Julia, en revanche, étaient moins subtiles. « Quand est-ce que vous vous mariez, vous deux ?» demanda Julia un matin au petit déjeuner, s'attirant un coup de pied sec sous la table de la part de Jennifer. « Julia ?» dit Margaret d'un ton réprobateur. Mais James se contenta de sourire et dit « Quand Mademoiselle Owens acceptera de m'épouser, si jamais elle le fait. » Marble sentit ses joues rougir, mais elle croisa son regard à travers la table. « Je suis encore en train de décider, » dit-elle, essayant de paraître sérieuse. « Prenez votre temps, » dit James. « Je ne vais nulle part. » Fin juin, Cherry Creek organisa son bal d'été annuel. Margaret insista pour que Marble y assiste, et Jennifer et Julia se donnèrent pour mission de s'assurer qu'elle ait une robe convenable à porter. Elles retouchèrent l'une des plus belles robes de Jennifer pour l'adapter à Marble, un coton vert foncé avec de la dentelle au col et aux poignets. Le soir du bal, Marble se tenait devant le miroir de sa chambre, se reconnaissant à peine. La robe lui allait parfaitement, et Jennifer l'avait aidé à relever ses cheveux en une coiffure à la mode. Elle ressemblait à une femme allant à un bal,
Paul a une épouse par correspondance abandonnée. On frappa à sa porte et la voix de James dit « Puis-je entrer? » « Oui. » Il ouvrit la porte et s'arrêta, les yeux écarquillés. « Marble, dit-il, vous êtes magnifique. Merci, dit-elle, se sentant soudainement timide. James était vêtu d'une chemise blanche propre et d'un pantalon sombre, ses cheveux soigneusement peignés. Il lui tendit le bras. « Allons-y. » Le bal avait lieu dans une grande grange à la périphérie de la ville, qui avait été vidée et décorée de lanternes et de fleurs sauvages. Au moment où la famille Keller arriva, l'endroit était déjà bondé. Un groupe jouait sur une scène improvisée, des violons et des guitares remplissant l'air d'une musique entraînante. Marble sentit son estomac se nouer de nervosité en entrant. Elle sentait les gens la regarder, chuchoter, mais Margaret entra la tête haute, Jennifer et Julia flanquant Marble de manière protectrice, et James garda sa main dans le creux de son dos, une présence stable. Ils étaient là depuis moins de 18 minutes quand Thomas Whitmore apparut. C'était un bel homme d'une manière un peu trop lisse, avec des cheveux blonds et de beaux vêtements. Mais il y avait quelque chose de faible dans sa bouche, que je peux en sentant bouche, quelque chose d'incertain dans ses yeux. « Mademoiselle Owens, dit-il en s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, j'ai entendu dire que vous étiez toujours dans la région. Je voulais m'excuser pour le malentendu. » « Malentendu, répéta Marble, sa voix froide. C'est comme ça que vous appelez abandonner quelqu'un à une gare? Je peux expliquer, commença Whitmore. Il n'y a rien à expliquer, dit James en s'avançant. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Vous avez fait votre choix. Mademoiselle Owens mérite mieux que des excuses. Whitmore regarda entre eux, son expression se durcissant. Je vois que vous avez trouvé un remplaçant assez rapidement. Comme c'est pratique. Ça suffit, dit sèchement Margaret. Thomas, vous devriez partir. Whitmore semblait vouloir discuter, mais quelque chose dans l'expression de Margaret le fit changer d'avis. Il s'éloigna et la tension dans le groupe se relâcha légèrement. « Est-ce que ça va? » demanda James à Marble à voix basse. « Oui, dit-elle, surprise de constater que c'était vrai. Je vais bien. » Le groupe entama une valse et James lui tendit la main. « Dansez avec moi. » Marble prit sa main et le laissa la conduire sur la piste. C'était un bon danseur, confiant et fluide, la guidant à travers les pas avec aisance. Alors qu'ils tournaient sur la piste, Marble sentit les yeux de la foule sur eux. Mais elle s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était la sensation de la main de James à sa taille, la chaleur de son sourire, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. « Je suis content que vous soyez venu ce soir, dit-il pendant qu'ils dansaient. Moi aussi, même avec ce désagrément. Même avec ça, j'ai réalisé quelque chose en le voyant. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai probablement jamais aimé. J'aimais l'idée de lui, l'idée de commencer une nouvelle vie. Mais l'homme lui-même, il n'a jamais été réel pour moi. Et maintenant, demanda James, ses yeux cherchant les siens. Marble prit une profonde inspiration. Maintenant, je veux quelque chose de réel. James la serra un peu plus contre lui. Au diable, les convenances. Je peux vous donner du réel, Marble. Je ne suis pas un homme riche et la vie de ranch est dure. Mais je vous promets l'honnêteté. Je vous promets un partenariat. Je promets de lire chaque mot que vous écrirez et de vous en écrire quelques-uns des miens. Marble sentit des larmes lui piquer les yeux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors épousez-moi, dit James. Pas parce que vous avez répondu à une annonce ou parce que vous avez besoin d'un endroit où aller. Épousez-moi parce que vous voulez construire une vie avec moi. Parce que vous voulez vous réveiller chaque matin en sachant que nous nous sommes choisis. Oui, murmura Marble. Oui, je vous épouserai. Le visage de James s'illumina d'un large sourire et il la fit tourner sur la piste en riant. Quand la danse se termina, il la serra contre lui et l'embrassa, là, devant tout le monde. La foule applaudit et acclama, et Marble lui rendit son baiser, sentant que son cœur pourrait éclater de bonheur. Ils se marièrent 3 semaines plus tard lors d'une simple cérémonie au ranch. Margaret pleura et dit que c'était le plus beau jour depuis son propre mariage. Jennifer et Julia furent les demoiselles d'honneur, et Jacob fut le témoin de James. Le pasteur local célébra la cérémonie sous une arche de fleurs sauvages, avec tout le ranch et la moitié de Cherry Creek présents. Marble portait une nouvelle robe que Margaret l'avait aidé à coudre, un simple coton blanc avec des broderies bleues à l'ourlet. James portait son plus beau costume et ne pouvait s'arrêter de sourire.
Quand le pasteur les déclara mari et femme, James l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie pour le faire. Cette nuit-là, dans leur chambre à la maison du ranch, James offrit un cadeau de mariage à Marble. C'était un journal relié en cuir, vierge et attendant d'être rempli. Je veux que vous continuiez à écrire, dit-il. Vos pensées, vos rêves, tout ce que vous voulez dire, et je lirai chaque mot. Je vous le promets. Marble ouvrit le journal et découvrit que James avait déjà écrit sur la première page. C'était une lettre pour elle, lui disant toutes les choses qu'il avait été trop nerveux pour dire à voix haute, sur la façon dont il était tombé amoureux de son courage, de sa résilience, de sa gentillesse, sur la façon dont il voulait passer chaque jour à se prouver digne de sa confiance. Elle la lut avec des larmes coulant sur son visage, puis elle le serra contre elle et l'embrassa. « Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, dit James. Je me souviens de chaque mot que tu as écrit, même ceux que je n'ai pas encore lus, parce que je sais qu'ils seront tous vrais. Les années qui suivirent ne furent pas toujours faciles, mais elles furent bonnes. Marble et James travaillèrent côte à côte pour construire leur vie ensemble. Elle apprit à gérer les comptes du ranch avec habileté, libérant James pour qu'il se concentre sur le bétail et la terre. Elle devint une figure incontournable de Cherry Creek, connue pour sa gentillesse et son esprit vif. Au printemps de 1885, leur premier enfant naquit, un garçon qu'ils nommèrent Matthew. Il avait les cheveux sombres de James et les yeux gris de Marble, et dès sa naissance, il fut aimé farouchement par tout le monde au ranch. Margaret adorait son premier petit enfant, et Jennifer et Julia se disputaient pour savoir qui le tiendrait. 2 ans plus tard, une fille arriva, Emily, avec une tête pleine de boucles châtain dorées et un caractère bien trempé qui rappelait à James sa femme. Et 3 ans après, un autre fils, David, qui fut calme et réfléchi dès le début. Marble continua d'écrire dans ses journaux et James tint sa promesse de lire chaque mot. Parfois, il lui répondait, glissant des notes dans son journal quand elle ne regardait pas, de petites lettres d'amour qui la faisaient rire et pleurer à la fois. Pour leur 10e anniversaire de mariage, James emmena Marble dans la vallée aux fleurs sauvages et au lac. L'endroit était exactement comme la première fois qu'il l'y avait amené, un tapis de blanc et de violet s'étendant à perte de vue. Ils s'assirent sur une couverture au bord de l'eau, comme ils l'avaient fait toutes les années auparavant, et James sortit une pile de lettres attachées avec un ruban. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marble. « Tes lettres, dit James, celles que tu as écrites à Whitmore. Je les ai gardées toutes ces années. » Marble les prit, surprise. « Je pensais les avoir rangées quelque part. »« C'est ce que tu as fait, mais j'ai demandé si je pouvais les avoir. Je les ai toutes lues, tu sais, chacune d'entre elles. Et je voulais que tu saches que chaque mot que tu as écrit, chaque espoir, rêve et peur que tu as partagé, je l'ai entendu, je l'ai compris. Et je suis reconnaissant chaque jour que le destin t'ait amené à moi au lieu de lui. » Marble sentit des larmes couler sur ses joues. « James Keller, tu vas me faire pleurer. De bonnes larmes, j'espère. »« Les meilleures larmes, l'assura-t-elle. » James la serra contre lui et ils restèrent assis ensemble, regardant le soleil se coucher sur les fleurs sauvages. Marble pensa à la jeune femme qu'elle avait été 10 ans plus tôt, montant dans un train de bétail avec rien d'autre qu'un sac de voyage rempli de lettres non lues et un cœur plein de rêves brisés. Elle pensa à quel point elle avait eu peur, à quel point elle était perdue, et elle pensa à l'homme qui l'avait trouvée malgré tout, l'homme qui avait dit qu'il lirait chaque mot qu'elle écrirait, l'homme qui avait tenu sa promesse chaque jour depuis. « Merci, murmura-t-elle à James. « Pourquoi? Pour m'avoir vu, pour m'avoir entendu, pour m'avoir aimé. » James lui embrassa la tempe. « Merci de m'avoir laissé faire. » Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, et Marble sentit une profonde paix s'installer en elle. C'était ce qu'elle avait cherché depuis le début, réalisa-t-elle. Pas une grande romance ou des déclarations passionnées, bien qu'elle les ait eues aussi, mais cette certitude tranquille, cette connaissance profonde qu'elle était aimée, appréciée et entendue. C'était son foyer, c'était le bonheur, c'était réel. Les années continuèrent de se dérouler au rythme des saisons et des étapes importantes. Matthew devint un grand garçon sérieux qui aimait les livres autant que sa mère et le bétail autant que son père. Emily devint une force de la nature, grimpant aux arbres et montant à cheval avec une audace intrépide.
David était le pacificateur, doux et observateur, remarquant toujours quand quelqu'un avait besoin de réconfort ou d'encouragement. Margaret vécut assez longtemps pour voir ses trois petits-enfants grandir, s'éteignant paisiblement dans son sommeil durant l'hiver de 1895, à l'âge de 63 ans. Ils l'enterrèrent sur une colline surplombant le ranch qu'elle avait aimé, et James et Jacob se tinrent ensemble devant sa tombe, se soutenant l'un l'autre en lui disant au revoir. Jennifer épousa un instituteur de Reno et déménagea en ville, mais elle revenait souvent en visite, amenant sa propre famille grandissante. Julia surprit tout le monde en reprenant une grande partie de la gestion du ranch de James et Jacob, se révélant avoir une tête brillante pour les affaires et un talent pour l'élevage de chevaux. Jacob finit par épouser une veuve de Cherry Creek, une femme gentille nommée Sarah, qui avait 2 enfants. Ils construisirent une maison à l'est du ranch et les deux familles se mélangèrent harmonieusement. À travers tout cela, Marble et James restèrent le centre stable de la famille Keller en expansion. C'est vers eux que les gens venaient pour des conseils, du réconfort, des célébrations. Leur amour n'était pas tape à l'œil ou dramatique, mais il était constant et vrai, un fondement sur lequel tout le monde pouvait compter. Par une chaude soirée d'août 1903, Marble était assise sur le porche, regardant le coucher du soleil comme elle l'avait fait d'innombrables fois. Elle avait maintenant 52 ans, ses cheveux sombres striés d'argent, des rides de rire et de vie gravées autour de ses yeux. Mais elle se sentait aussi vitale et heureuse qu'à 25 ans. James vint s'asseoir à côté d'elle, se déplaçant un peu plus lentement qu'avant, mais toujours fort et capable. Il avait 55 ans, ses cheveux sombres plus argentés que bruns maintenant, son visage buriné par des décennies de soleil et de vent. Mais ses yeux bleu-vert étaient aussi clairs et gentils que jamais. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en lui prenant la main. « À quel point je suis reconnaissante, dit Marble. À quel point j'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance, dit James. J'ai passé les 20 dernières années avec la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. 20 ans, s'émerveilla Marble. On dirait à la fois une éternité et un instant. Je sais ce que tu veux dire. James resta silencieux un moment, puis dit « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui en fouillant de vieux papiers dans la grange. Tu veux voir? » Il sortit un morceau de papier plié de sa poche et le lui tendit. Marble le déplia et eut le souffle coupé. C'était l'annonce à laquelle elle avait répondu toutes ces années auparavant, celle de Thomas Whitmore cherchant une épouse par correspondance. « Où as-tu trouvé ça? » demanda-t-elle. C'était glissé entre de vieux registres. J'ai dû le prendre à la gare ce jour-là et l'oublier. Marble lut les mots, si familiers même après toutes ces années. Éleveur cherche épouse instruite pour compagnie et partenariat. Doit être travailleuse et de bon caractère. Répondre à Thomas Whitmore, Cherry Creek, Nevada. Elle se mit à rire. Partenariat. C'est la seule chose qu'il ne m'aurait jamais donnée. Mais moi, si, dit doucement James. Oui, tu l'as fait. Chaque jour. Marble regarda l'annonce une dernière fois, puis la déchira délibérément en deux. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai la vraie chose. James sourit et la serra contre lui. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or, de cramoisis et de violets profonds. Au loin, ils pouvaient entendre leurs petits-enfants jouer, leur rire porté par la brise du soir. « Dis-moi quelque chose, » dit James. « Si tu pouvais revenir en arrière et changer les choses, si tu avais pu faire en sorte que Whitmore t'attende à cette gare, le ferais-tu? » « Pour rien au monde, » dit Marble sans hésitation. « Ce train de bétail m'a amené exactement là où je devais être, à toi. Je me souviens de chaque mot que tu as écrit, » dit James, faisant écho à la promesse qu'il avait faite tant d'années auparavant. « Et je m'en souviendrai toujours. »« Je sais, » dit Marble, posant sa tête sur son épaule. « Je sais que tu t'en souviens. » Ils restèrent là alors que les étoiles commençaient à apparaître une par une, remplissant le vaste ciel du Nevada de lumière. Et Marble pensa à la jeune fille qu'elle avait été, désespérée et effrayée, voyageant dans un wagon à bestiaux, avec rien d'autre que des rêves brisés et des lettres non lues. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru, à tout ce qu'elle avait trouvé. Elle était venue dans l'Ouest une quête d'amour, d'un nouveau départ et d'un nouveau commencement. Et elle avait trouvé tout cela et plus encore. Elle avait trouvé un partenaire, un foyer, une famille.
Elle avait trouvé un homme qui tenait ses promesses, qui la voyait pour qui elle était vraiment, qui l'aimait non pas malgré ses mots, mais grâce à eux. Elle avait trouvé tout ce qu'elle cherchait dans un endroit où elle ne s'y attendait pas, avec un homme qui l'avait trouvée quand elle était perdue et lui avait rappelé qu'elle valait la peine d'être trouvée. Et cela, pense Armin, Mom, était le plus grand cadeau de tous. Matthew finit par prendre la direction principale du ranch, avec son frère David travaillant à ses côtés. Emily, fidèle à elle-même, épousa un journaliste de San Francisco et devint elle-même écrivain, publiant des histoires sur la vie dans l'Ouest qui lui valurent une certaine renommée. Elle a toujours crédité sa mère de lui avoir enseigné le pouvoir des mots, l'importance de mettre ses pensées et ses sentiments sur papier. Les enfants de Jacob et les enfants de James grandirent ensemble, créant une nouvelle génération de Keller qui aimaient la terre aussi farouchement que leurs parents et grands-parents. Le ranch prospéra sous leurs efforts combinés, s'étendant progressivement mais durablement, respectant toujours la terre et les animaux qui en dépendaient. En 1910, Cherry Creek célébra son 50e anniversaire en tant que ville incorporée. Il y a eu un défilé, des discours et un grand bal dans la salle communautaire nouvellement construite. James et Marble y assistèrent, maintenant dans la soixantaine, mais toujours vitaux et engagés dans la vie communautaire. Pendant la célébration, le maire prononça un discours sur les pionniers qui avaient fait de Cherry Creek ce qu'elle était. Il mentionna plusieurs familles par leur nom, y compris les Keller, et il cita spécifiquement Marble. Madame Keller est venue à nous comme une étrangère, dit-il, mais elle est devenue l'une de nos citoyennes les plus appréciées. Elle a enseigné à nos enfants, soigné nos malades, et nous a tous montré ce que signifie faire face à l'adversité avec grâce et courage. Cherry Creek est un meilleur endroit parce qu'elle a choisi d'en faire son foyer. La foule applaudit, et Marble sentit ses joues rougir de plaisir et d'embarras. James lui serra la main et murmura « Il a raison, tu sais, il est généreux, il est exact. » Après les discours, le groupe entama une valse et James conduisit Marble sur la piste de danse, tout comme il l'avait fait lors de leur premier bal ensemble près de 30 ans auparavant. Ils se déplaçaient ensemble avec l'aisance d'une longue pratique, leurs pas parfaitement synchronisés. « Tu te souviens de la première fois que nous avons dansé ?» demanda James. « Je me souviens de tout ce qui concerne cette nuit, » dit Marble. « Je me souviens d'avoir été terrifié et exalté à la fois. Je me souviens de t'avoir demandé de m'épouser au milieu de la piste de danse. La meilleure décision que j'ai jamais prise. La mienne aussi. » Ils dansèrent jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux essoufflés et riants. Puis ils sortirent pour se rafraîchir dans l'air nocturne. La rue était plus calme ici, loin de la célébration, et ils pouvaient voir clairement les étoiles au-dessus d'eux. « J'ai réfléchi, » dit James à notre avenir. « À quoi donc? Je pense qu'il est temps que Matthew prenne le contrôle total du ranch. Il est prêt et je suis fatigué. Je veux passer plus de temps avec toi à faire des choses juste pour nous. Voyager peut-être. Tu as toujours voulu voir San Francisco. » Marble le regarda, surprise. « Es-tu sérieux? Complètement. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous avons élevé nos enfants et construit quelque chose de significatif. Maintenant, je veux profiter du temps qu'il nous reste ensemble. Qu'en dis-tu? » « Je dis oui, » dit Marble, son cœur se gonflant d'amour pour cet homme qui trouvait encore des moyens de la surprendre après toutes ces années. « Je dis oui à tout. » Ils voyagèrent à San Francisco l'année suivante, séjournant chez Emily et sa famille pendant 3 semaines. Ils explorèrent la ville, s'émerveillant des tramways et du Golden Gate, mangeant dans des restaurants et allant au théâtre. Ce fut une révélation pour Marble, de voir le monde extérieur après tant d'années concentrées sur le ranch de Cherry Creek. Mais aussi merveilleux que fut San Francisco, elle était heureuse de rentrer chez elle. Le désert du Nevada lui était entré dans le sang au fil des ans, les vastes espaces ouverts et le ciel infini. Elle ne pouvait plus imaginer vivre ailleurs. James ressentait la même chose. « C'était un beau voyage, dit-il alors qu'il revenait au ranch depuis la guerre. Mais c'est ici que je veux être, avec toi. Ici. » Ici, acquiesça Marble, regardant le paysage familier avec un profond contentement. Ils s'installèrent dans un nouveau rythme dans leurs dernières années. James passait plus de temps à travailler de ses mains, à construire des meubles et à réparer des choses autour du ranch. Marble se consacra à l'écriture, travaillant enfin sur un projet qu'elle envisageait depuis des années, un mémoire de sa vie dans l'Ouest.
Elle écrivit sur son voyage depuis Philadelphie, sur le train de bétail et la fiancée oubliée qu'elle avait été. Elle écrivit sur James qui l'avait trouvé, sur la gentillesse de Margaret et la famille qui l'avait accueillie. Elle écrivit sur la construction d'une vie dans une terre rude, sur les défis et les joies de l'élevage, sur l'éducation des enfants et le fait de les voir devenir des adultes avec leur propre vie. Et elle écrivit sur l'amour, l'amour réel, durable, quotidien, celui qui se manifeste dans les petits moments et les gestes discrets, dans les promesses tenues et les mots honorés. James lisait chaque page au fur et à mesure qu'elle l'écrivait, comme il l'avait toujours fait. Parfois, il faisait des suggestions ou ajoutait ses propres souvenirs des événements qu'elle décrivait. C'est devenu une collaboration entre eux, leur histoire commune capturée par les mots. Tu penses que quelqu'un voudra lire ça? Demanda Marble un soir alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur chambre, ces dernières pages étalées sur le lit entre eux. Moi, oui, dit James, parce que c'est une histoire vraie, et les histoires vraies comptent toujours. Le mémoire fut publié en 1915 par une petite maison d'édition de Reno et se vendit mieux que quiconque ne l'avait prévu. Des femmes de tout l'Ouest écrivirent à Marble pour la remercier d'avoir raconté une histoire qu'elle reconnaissait, d'avoir donné une voix à des expériences qu'elles avaient vécues mais jamais vues reconnues. Plusieurs journaux en publièrent des extraits en série et on parla d'une deuxième impression. Marble était amusée par cette attention. J'ai juste écrit sur notre vie, dit-elle à James. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de spécial. C'est exactement pour ça que les gens l'aiment, dit James, parce que tu as écrit sur les choses réelles, les choses vraies. Au printemps de 1918, le monde était en proie à la guerre et à la grippe. Mais le Ranch Keller restait un lieu de paix relative. Matthew et David géraient l'exploitation avec habileté, et la famille se réunissait régulièrement pour des dîners du dimanche bruyants, chaotiques et pleins d'amour. La santé de James avait commencé à décliner cet hiver-là. Il avait maintenant 70 ans et les années de dur labeur physique avaient laissé des traces. Il se déplaçait plus lentement, se fatiguait plus facilement, mais son esprit restait vif et son moral fort. Un soir de début mai, lui et Marble étaient assis sur le porche, regardant le coucher du soleil, comme ils l'avaient fait des milliers de fois. L'air était doux et chaud, portant l'odeur de la sauge et des fleurs sauvages. « J'ai eu une belle vie », dit doucement James. Marble le regarda, alarmé par son ton. « On dirait que tu dis au revoir. »« Pas encore, » l'assura James en lui prenant la main. « Mais un jour, et quand ce jour viendra, je veux que tu saches que chaque moment avec toi a été un cadeau. Tu m'as rendu plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. »« James, » dit Marble, la voix étranglée par l'émotion. « Tu es tout mon cœur. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Et tu es le mien. » Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. Souviens-toi que je t'ai choisi et que je te choisirai encore, à chaque fois. Je m'en souviendrai, promit Marble, toujours. » James vécut encore 3 ans, assez longtemps pour voir son 70e anniversaire célébré par une grande réunion de famille. Assez longtemps pour rencontrer 2 autres arrière-petits-enfants. Assez longtemps pour passer un été de plus assis sur le porche avec sa femme, parlant de tout et de rien. Il s'éteignit paisiblement dans son sommeil par une fraîche nuit d'octobre en 1921, avec Marble à ses côtés. Elle lui tint la main alors que sa respiration ralentissait et s'arrêtait, et elle lui murmura tout ce qu'elle voulait qu'il sache. Combien elle l'aimait, combien elle était reconnaissante pour chaque jour qu'ils avaient partagé, comment il l'avait sauvée de toutes les manières possibles. Les funérailles eurent lieu sur une colline surplombant le ranch, à côté de la tombe de Margaret. On aurait dit que tout Cherry Creek était venu, ainsi que des gens des villes et des ranchs à 100 miles à la ronde. James Keller avait été respecté et aimé, et sa disparition laissa un vide dans la communauté. Matthew prononça l'éloge funèbre, parlant de l'intégrité de son père, de sa gentillesse, de son dévouement à la famille et à la terre. Mais ce fut Marble qui prononça les mots qui firent pleurer tout le monde. « Mon mari m'a dit un jour que les mots comptaient, dit-elle, debout près de la tombe avec ses enfants et petits-enfants autour d'elle. Il disait que c'est ainsi que nous nous comprenons, que nous savons que nous ne sommes pas seuls. James approuvait cette vérité chaque jour de sa vie. Il écoutait, il l'entendait, il se souvenait. Et grâce à cela, je n'ai jamais été seul. Aucun de nous ne l'a été.
Elle fit une pause, se ressaisissant. Je suis venu au Nevada comme une fiancée oubliée, voyageant dans un train de bétail, avec rien que des rêves brisés. Mais James s'est souvenu de moi. Il m'a vu. Et il m'a donné une vie plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je porterai ce cadeau avec moi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Après la mort de James, Marble se demanda si elle voudrait quitter le ranch, s'il y rester sans lui serait trop douloureux. Mais elle découvrit que c'était le contraire. Chaque parcelle de terre contenait des souvenirs de lui, et elle y trouvait du réconfort. Où elle pouvait le sentir dans la maison qu'ils avaient partagée, dans l'enclos qu'il avait construit, dans les champs qu'il avait travaillés. Elle continua d'écrire, produisant un autre mémoire sur leurs années ensemble, puis un recueil de lettres que James lui avait écrites au fil des décennies. Les lettres révélaient un homme d'une profonde sensibilité et d'une grande prévenance, et elles devinrent très populaires, offrant au lecteur un aperçu d'un mariage bâti sur le respect mutuel et une amitié sincère. Marble vécut encore 15 ans après la mort de James, entourée de sa famille et restant active dans la communauté. Elle apprit à lire et à écrire à ses arrière-petits-enfants, transmettant son amour de la langue et du récit. Elle assista à des mariages et des baptêmes, des naissances et des funérailles, restant une présence vitale dans la vie de tous ceux qui la connaissaient. Par une chaude soirée de juin en 1936, Marble Keller s'éteignit tranquillement dans son sommeil à l'âge de 85 ans. Elle fut enterrée à côté de James sur la colline, et les funérailles furent suivies par 4 générations de familles et d'amis de tout le Nevada. Emily, devenue une auteure à succès, prononça l'éloge funèbre. Elle parla du courage de sa mère, de sa résilience, de sa capacité d'amour. Et elle lut un extrait d'un des journaux de Marble, la toute première entrée dans le livre relié en cuir que James lui avait offert pour leur nuit de noces. Aujourd'hui, j'ai épousé l'homme qui s'est souvenu de moi quand je pensais être oublié. L'entrée disait, « Il a promis de lire chaque mot que j'écrirai et je le crois. C'est le début de notre histoire et j'ai hâte de voir la suite. » Emily leva les yeux de la page, des larmes coulant sur son visage. La suite, dit-elle, fut une vie d'amour, un héritage familial, une histoire qui sera racontée et redite pendant des générations. Nos parents nous ont montré ce que signifie se choisir chaque jour. Ils nous ont montré que le véritable amour ne se résume pas à de grands gestes et des déclarations passionnées. Il s'agit d'être présent, d'écouter, de se souvenir, de tenir ses promesses. Elle ferma soigneusement le journal. Mon père a tenu sa promesse. Il a lu chaque mot qu'elle a écrit, et ma mère a tenu la sienne aussi. Elle a écrit des mots qui valaient la peine d'être lus. Ensemble, ils ont construit quelque chose qui leur survivra. Ils ont construit un amour qui comptait. La famille se réunit après les funérailles à la maison du ranch, qui était maintenant la maison du fils de Matthew et de sa famille grandissante. Ils partagèrent des histoires et des souvenirs, riant et pleurant à la fois. Ils parlèrent de la façon dont Marble fredonnait en cuisinant, de la façon dont James vérifiait toujours le bétail avant de se coucher, de la façon dont ils s'asseyaient tous les deux sur le porche chaque soir, quel que soit le temps. Et ils parlèrent des lettres, les 43 lettres que Marble avait écrites à un homme qui ne les avait jamais lues, et les centaines d'autres qu'elle avait écrites à l'homme qui avait promis de lire chaque mot. Ces lettres avaient été soigneusement conservées, et elles restaient dans la famille comme des trésors précieux, preuve tangible d'un amour qui avait été réel et vrai. Des années plus tard, la fille d'Emily ferait don des mémoires de Marble et de la collection de lettres à la Société historique du Nevada, s'assurant que l'histoire de la fiancée oubliée et du cow-boy qui s'était souvenu d'elle serait préservée pour les générations futures. Les historiens les étudieraient comme des sources primaires sur la vie dans l'Ouest de la fin du 19e siècle. Les étudiants les liraient comme des exemples de correspondance authentique de la frontière. Mais la plupart des gens les liraient pour l'histoire d'amour qu'elle contenait, car au fond, c'est ce que cela avait toujours été, une histoire d'amour. L'histoire d'une femme qui avait été assez courageuse pour tenter sa chance dans une nouvelle vie, même quand cette vie ne s'était pas déroulée comme elle l'attendait. L'histoire d'un homme qui avait été assez sage pour voir de la valeur là où d'autres ne voyaient que de la honte, qui avait été assez patient pour attendre que la confiance se transforme en amour. C'était l'histoire de 2 personnes qui s'étaient trouvées dans un endroit improbable, d'une manière improbable, et qui avaient construit quelque chose de durable ensemble. C'était une histoire de promesses tenues et de mots honorés, de lettres écrites et de lettres lues,
du pouvoir d'être vraiment vu et entendu par une autre personne. Et c'était une histoire qui commençait avec un train de bétail transportant une fiancée oubliée et un cowboy qui disait je me souviens de chaque mot que tu as écrit. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça s'est terminé des décennies plus tard avec un amour qui avait touché d'innombrables vies, façonné une famille et prouvé que les meilleures histoires sont celles qui sont vraies. Le Ranch Keller est toujours en activité aujourd'hui, maintenant à sa 5e génération de propriété familiale. La maison principale a été agrandie et modernisée, mais la fondation en pierre d'origine demeure. Sur le mur du hall d'entrée est accrochée une photographie encadrée de James et Marble, prise pour leur 50e anniversaire de mariage. Sur la photo, ils sont assis sur le porche, se tenant la main, se regardant avec des expressions d'un amour et d'un contentement si profond que cela coupe le souffle aux spectateurs. Sous la photographie se trouve une petite plaque avec une citation d'une des lettres de Marble. Je suis venu dans l'Ouest en quête d'un nouveau départ. J'ai trouvé un foyer pour toujours à la place. Et les visiteurs du ranch, lorsqu'ils entendent l'histoire de James et Marble Keller, posent toujours la même question. Est-ce vrai? S'est-il vraiment souvenu de chaque mot qu'elle a écrit? La réponse, transmise de génération en génération dans la famille, est toujours la même. Chaque mot. Il a tenu sa promesse jusqu'au jour de sa mort. Et puis elle a continué à lui écrire quand même, parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. On continue d'écrire l'histoire même après leur départ. C'est l'héritage de la fiancée oubliée et du cow-boy qui l'a trouvé. Pas seulement un ranch ou un nom de famille, mais un rappel que l'amour se construit sur les petites promesses que nous tenons, l'attention que nous portons, les mots que nous choisissons d'honorer. C'est un rappel qu'être oublié par une personne ne signifie pas que vous êtes oubliable. Cela signifie simplement que vous attendiez la bonne personne pour se souvenir de vous. Et quand cette personne vous trouve, quand elle vous regarde et dit « Je te vois, je t'entends, je me souviendrai de chaque mot que tu écriras », c'est là que vous savez que vous avez trouvé quelque chose de réel, de vrai, quelque chose qui vaut la peine d'être conservé pour le reste de votre vie. C'est ce que Marble a trouvé dans un train de bétail au Nevada en 1883. C'est ce que James lui a donné quand il l'a aidé à descendre de ce wagon et a dit « Venez avec moi ». C'est ce qu'ils ont construit ensemble pendant 53 ans de mariage, à travers les difficultés et la joie, la perte et l'abondance, à travers tous les moments ordinaires qui composent une vie extraordinaire. Ils se sont trouvés, ils se sont souvenus l'un de l'autre, et ils se sont aimés jusqu'à la toute fin et au-delà. C'est l'histoire, c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé quand un train de bétail a transporté une fiancée oubliée et qu'un cowboy a dit « Je me souviens de chaque mot que tu as écrit ».